Donc c'est avec beaucoup d'attention et de gratitude que nous vous entendons témoigner d'une de vos expériences majeures, je crois, dans votre carrière. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Terriculture de m'avoir demandé de dire un mot sur un sujet qui m'est vraiment cher, le château de Maulnes. Et donc c'est un château dont j'ai eu la chance de pouvoir mener les restaurations pendant une vingtaine d'années. C'est à peu près depuis les années 2000. Maintenant je suis quasiment à la retraite, donc je n'y suis plus. À mon grand regret, mais c'est comme ça. Donc voilà ce château, là vous le voyez sur... Pardon, dans ce passage en revue des grandes étapes d'une restauration, je voudrais essayer d'identifier clairement les étapes qui sont toujours les mêmes pour n'importe quelle restauration. Donc les étapes, les voilà. La reconnaissance d'un édifice comme étant digne d'intérêt public, ça c'est vraiment très important, c'est la première étape. La protection juridique qui suit. La programmation des travaux de restauration. La définition d'un cadre d'intervention, fait quoi, pour qui, pour quel usage. Les études de tous ordres qu'on va lancer sur l'édifice, le projet de restauration et enfin le chantier. Voilà, ces étapes, c'est incontournable de toute restauration, qu'elle soit petite ou importante, on a toujours ces étapes. Donc voilà, première photographie, le château tel qu'il nous apparaît, il est peu visible, on le voit que deux petites routes relativement retirées, donc il est en haut d'une pente, au milieu de sites relativement boisés, au départ il était complètement dans la forêt, une espèce de gros cube comme ça qui apparaît au loin. Où est-il ? Vous voyez, il est sur le petit point bleu qu'on voit en bas à droite de Paris, à côté de Troyes, c'est-à-dire aux confins c'est l'extrême nord de la Bourgogne, c'est le confin de la Champagne. Dans un site relativement retiré, c'est le Tonnerrois. Donc, voilà, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une espèce de grosse tour pentagonale assez curieuse, trapue. On se demande un peu ce que c'est la première fois qu'on le voit. Et puis un bâtiment en quart d'anneau qui est la partie restante des communs antérieurs. Vous voyez que là, on est dans les champs. Au début, on était dans la forêt. Alors, la reconnaissance comme élément vraiment majeur du patrimoine, c'est 1932. Il y a deux érudits parisiens, Pierre d'Espezel et Pierre du Colombier, qui écrivent un article et puis qui disent, voilà, ce château qui était connu par 2 ou 3 gravures du XVIe, du XVIIe siècle, il existe, il est du XVIe siècle, il existe, il est encore debout en Bourgogne. On peut le voir et il est en très mauvais état. 1932, donc 1932, le grand public, localement c'était quand même connu, mais le grand public en 1932, surtout les amateurs, gens intéressés, le connaissent. 1942, l'administration envoie son architecte des monuments historiques, Jean Trouvelot, sur place pour savoir si vraiment ça en vaut la peine. Vous voyez déjà le délai de réaction de l'administration, 10 ans, c'est relativement court. Souvent, c'est plus long, mais c'est très important. La découverte vraiment importante, c'est 1932. C'est le moment où on dit il y a quelque chose d'intéressant. Donc là, les choses s'accélèrent un peu. Le 42, c'est compliqué de se déplacer, c'est la guerre. Jean Trouvelot va sur place, il trouve le bâtiment intéressant et on le classe aussitôt. C'est remarquable. Et on a donc à gauche une photographie de Jean Trouvelot au tout début. Et le temps s'écoule, quelques temps après, à peu près un peu plus de 10 ans après. Vous voyez, c'est à droite, le bâtiment commence à s'effondrer. Il est vraiment en très très mauvais état. Alors le classement, ça veut dire quoi ? Un classement monument historique, ça veut dire que le bâtiment est intéressant, qu'il va être soumis à l'autorisation, qu'on va le regarder, mais ça veut dire aussi que l'État va financer les opérations, en partie seulement malheureusement, et puis ça veut dire que l'État doit surveiller les bâtiments, et en l'occurrence, il doit s'assurer que les travaux de stricte conservation sont réalisés, et à Maulnes, manifestement, ce n'était pas le cas. Maulnes est racheté en 1960 par un propriétaire privé qui ne veut rien faire. Et donc le château se dégrade et l'État finit par faire ce qu'il doit faire dans ces cas-là, c'est-à-dire faire des travaux d'office malgré l'avis du propriétaire. Là, je souligne une chose, une protection monument historique, c'est une entorse à la propriété privée majeure. Donc on engage des travaux et on va prendre le château dans l'état où il est sur la photo de droite. Alors, regardons d'un peu près ce qu'est ce château. Donc cette espèce de grosse tour pentagonale, en fait, elle fait 5 niveaux. Elle est semi-enterrée dans la partie haute, on voit là où on entre, et de l'autre côté, il est beaucoup plus enterré. Alors ce qui est très curieux, c'est donc ce plan pentagonal. Il y a d'autres châteaux qui ont des plans pentagonaux, mais ils ont en général des grandes cours au milieu, ce qui simplifie. Donc celui-là, il est très massé, très groupé, et faire rentrer des pièces rectangulaires dans un pentagone, c'est pas facile. Et là, l'architecte s'en est extrêmement bien tiré. Non seulement il rentre des pièces rectangulaires, mais il arrive à rentrer 2 carrés, ces 2 chambres que vous voyez en haut, à droite et à gauche,
et puis une grande salle en bas qui est presque un double carré, presque, pas tout à fait. Alors, ce qu'on a, c'est la distribution assez classique au XVIe siècle d'un château de la Renaissance majeure. On a une grande salle, et puis on a 2 appartements. C'est-à-dire on avait des chambres, et autour des chambres, des petites pièces qui gravitaient, garde-robe, cabinet, voilà. Et au milieu, donc, cet escalier tout à fait étrange. Donc, on va rentrer dans le château. Voilà, on entre dans le château, dans un vestibule. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il n'y a aucun décor. Pour la Renaissance, c'est quand même assez frappant. L'architecte a parié complètement sur l'effet de l'architecture et il a réussi, chose beaucoup plus extraordinaire, à en convaincre ses clients. Il n'y a rien. Donc on entre et on est attiré par le centre où on aperçoit cet escalier extraordinaire. On arrive dans l'escalier, on voit ces grands trous et on se penche dans l'espèce de puits central, ce qu'on appelle un jour. Et en bas, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un bassin, on trouve de l'eau. On a l'impression d'être dans un puits. Ce n'est pas vraiment un puits, mais ça y ressemble. C'est quand même assez saisissant, d'autant plus qu'on entend l'eau couler. Alors, si on descend en bas, on s'aperçoit qu'au milieu du château, on a une espèce de grande piscine entre des murs. On se demande bien comment on peut y accéder, d'ailleurs. C'était appelé au XVIe siècle une fontaine. Et cette fontaine, donc ce bassin intérieur, correspond à un bassin extérieur, comme une sorte de trait d'union intérieur-extérieur. C'est tout à fait étonnant. Et alors, encore plus étonnant, quand vous arrivez à l'extérieur, vous regardez tout ça, aux surprises, l'eau ne s'écoule pas. C'est-à-dire que l'eau qui captées dans le château on capte 3 sources qui font glou-glou en permanence. Elles arrivent dans ces bassins et puis ça reste là. Donc comment l'eau s'échappe, on ne sait pas. On est au fond d'un trou, elle s'échappe évidemment par un aqueduc souterrain, mais c'était quand même chercher un peu les problèmes. D'ailleurs, l'aqueduc s'est bouché, ça a posé quelques soucis. Donc voilà, c'est le château de toutes les questions, de toutes les énigmes, c'est tout à fait extraordinaire. Donc l'État va se substituer aux propriétaires dans les années 60-70. Il y a un nouvel architecte des monuments historiques, Robert Vassas, qui va réellement sauver le château à coups de béton armé. On fait beaucoup de béton à cette époque. Donc il fait une ceinture en béton en haut du château parce qu'on avait des inquiétudes sur sa structure. Le château s'ouvre. Il va reconstruire quasiment la moitié de l'escalier central, reconstruire des voûtes en béton. En gros, il a sauvé le château. Et puis, un petit peu plus tard, dans les années 80, on va mettre une couverture provisoire au sud, qui était complètement à l'air. Voilà une toiture en tôle. Alors, un petit mot sur la tôle. La tôle est un matériau absolument formidable. D'abord, c'est le matériau le plus répandu au monde. Ensuite, une toiture en tôle sauve un bâtiment. Il y a énormément de bâtiments qui ont été sauvés par des toitures provisoires en tôle. Vous avez des églises dans l'est de la France qui sont encore couvertes en tôle depuis la guerre. Elles se comportent très bien. Donc, ne jamais hésiter sur un bâtiment ancien à prendre des mesures provisoires, quand bien même on ne les trouverait pas très belles. C'est très, très efficace. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on prend des mesures sur un bâtiment, des tôles, des étais, des choses comme ça, il faut avoir dans l'idée qu'ils vont rester au moins 50 ans. On croit toujours qu'au bout de 5-10 ans, ça va être réglé. Ce n'est pas vrai, ça dure longtemps. Mais c'est très efficace. N'hésitez jamais. Donc voilà, ces travaux des années 60-70 ayant été faits, le propriétaire traînant toujours des pieds, refusant de faire quoi que ce soit, l'État engage une procédure d'expropriation, ce qui est son droit. Et c'est assez long. Ça va de 1980 à 1997. Et à l'extrême limite de l'expropriation, le Conseil général accepte d'acheter le château au propriétaire. Et donc, le Conseil général devient ce qu'on appelle un maître d'ouvrage. C'est lui qui va lancer, payer les opérations. Et à partir de ce moment-là, les choses vont se passer à peu près normalement, si ce n'est que très vite, le Conseil général lui-même va être en crise financière très grave. Donc, à partir de ce moment-là, on peut vraiment lancer des études. Alors, il y a un comité scientifique qui est créé avec les meilleurs spécialistes du XVIe siècle. Et on en sait enfin un peu plus sur ce château. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose, mais vous avez là les commanditaires. Donc, à gauche, Louise de Clermont et à droite, son mari, Antoine de Crussol, duc d'Uzès. Le château est construit pour Louise de Clermont, qui est comtesse de Tonnerre. Donc, ça va être le château qui va marquer son titre. Ces 2 personnes vivent à la cour. Donc, ce ne sera qu'un château de chasse, on peut dire qu'une résidence secondaire. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'en auront pas. Elle est très âgée quand elle se marie. Donc c'est tout à fait étrange. C'est un château qui est conçu pour des fêtes, pour recevoir, pour venir de temps en temps. Et il ne fonctionnera jamais. C'est-à-dire que madame, elle va être pendant 5 ans au château, pas en permanence, de temps en temps. Et après ça, c'est fini. Plus personne s'en occupera. Et le château vivra une vie qui n'est pas celle d'un grand château princier comme c'était au départ. Donc voilà, un château qui n'a pas eu de chance. Alors, on a des documents absolument extraordinaires. C'est des dessins de Jacques Androuet du Cerceau, qui est un architecte-dessinateur, qui a produit à la fin du XVIe siècle un ouvrage absolument remarquable, les plus excellents bâtiments de France, où il dessine 30 châteaux français remarquables. C'est vraiment un document unique.
Et entre autres, il dessine Maulne. Et de Maulne, on a de lui 2 dessins extraordinaires qui sont au British Museum. Celui-là, qui est un grand plan. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est la tour centrale. Et puis c'est ce petit bout. Tout le reste a disparu. Mais il y a eu des fouilles archéologiques qui ont montré que presque tout, pas tout à fait tout, a été construit. Voilà ce château dans une vue aérienne. Donc il y avait une espèce de grande cour circulaire, une grande galerie, la grosse tour du logis et puis un jardin derrière et autour un espèce de grand promenoir. Et le tout s'inscrivait dans une espèce d'enceinte fortifiée. Alors on a encore les traces, hein, vous voyez, photo d'avant, ce grand arc de cercle au bout du jardin. On peut le voir depuis la terrasse, il est encore en place dans les grandes lignes du paysage. Donc on a très peu de choses finalement comme document. On a ces dessins merveilleux, puis on a 3-4 devis qui disent que ça a été commandé en 1566, mais c'est tout. Et donc que faire? Comment savoir un peu plus sur le château? On procède à une méthode de datation qui est la seule méthode qu'on ait sur les édifices de temps historique, c'est-à-dire relativement récent. C'est ce qu'on appelle la dendrochronologie. Donc vous voyez, on fore des grandes carottes dans les bois et on voit les cernes des bois, et ces cernes, on va les comparer avec d'autres bois datés. Et de proche en proche, on arrive à dater à peu près à l'année près l'abattage de l'arbre qui a été utilisé. Donc ici, on sait qu'on est bien dans des arbres qui ont été abattus au XVIe siècle. Dans ces époques, on les abattait juste avant de les utiliser. Alors, on parlait tout à l'heure de charpente à la Philibert Delorme. Ben voilà les vestiges d'une charpente à la Philibert Delorme. Ces charpentes en petites planchettes assemblées, là, elles sont en place. Et c'est une quasi-signature de l'inventeur du procédé qui est Philibert Delorme. Là, on est à peine 10 ans après. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'un charpentier de province se soit mis à copier un livre comme ça, alors qu'on sait que globalement, les corporations, surtout de charpentiers, étaient quand même assez conservatrices. Je n'y crois pas une seconde, donc je pense vraiment que là, il y a eu la présence du grand architecte. Il n'y a pratiquement aucune charpente d'ailleurs de ce type du XVIe siècle, très très peu. Alors, nous avons vu les études historiques, maintenant passons aux études architecturales. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur un plan, les études architecturales, ça consiste avant tout à mesurer, à faire des relevés, à savoir exactement ce qu'on a sous les yeux, et puis à tout noter. Donc l'humidité, les fissures, on essaie de noter à peu près tout, les murs déstabilisés, les remplissages, les choses récentes, les choses anciennes. Et puis après, finit par se dégager quelque chose de cohérent. On a également des études techniques, et à Maulne, c'était très compliqué parce que le château avait beaucoup bougé, hein, très grosses fissures, donc des interrogations, est-ce qu'il risque de s'effondrer? Voilà, c'est assez inquiétant. Et là, une société absolument remarquable, la société CIT, qui travaille dans toute la France, sur la mise en observation d'ouvrages. Donc elle travaille beaucoup sur les monuments historiques, mais aussi sur les barrages, les ponts, tous les ouvrages un peu inquiétants. Et c'est très intéressant, ils ont procédé à différentes mesures. Donc, d'une part, on met, comme en haut à gauche, des petits points métalliques qui permettent de savoir si le château s'enfonce, si les fondations sont stables. Ça se fait tout à fait couramment. Donc, on reprend la mesure tous les 6 mois, puis on voit si ça s'enfonce ou pas. À droite, vous avez une centrale d'acquisition, c'est-à-dire une série de fils qui arrivent de fibres optiques qui sont tendus sur un peu plus de 10 mètres en général pour savoir si le château s'écarte. C'est plus intéressant qu'une simple fissure de prendre sur une grande dimension. Et puis en bas à gauche, vous avez une espèce de grand pendule qui avait été mis en place dans le puits central que vous avez vu tout à l'heure pour savoir s'il n'y a pas une inclinaison globale de l'ouvrage. Et tout ça était relativement rassurant. On a vu que ça ne bougeait pas trop, mais un peu quand même. Alors, quand on a des études techniques, le gros problème, c'est de passer de la production de tous ces bureaux d'études extrêmement savants qui nous donnent des tableaux de chiffres absolument incompréhensibles à quelque chose de palpable. Et là, vous voyez la façon dont on a essayé de faire comprendre une série de relevés, c'est-à-dire des relevés très très précis qui ont été pris à 3 niveaux de chaque façade, et quand on les superpose, on s'aperçoit, en exagérant un peu, que les mouvements sont de cet ordre, c'est-à-dire qu'en bas, vous avez 2 tourelles qui partent à l'extérieur, alors qu'en haut, les tourelles sont à peu près stables, c'est les murs eux-mêmes qui partent. Ça s'explique, en haut, on a des voûtes qui poussent, et on a du mal à les retenir, et puis en bas, on a les tourelles qui ont été déstabilisées parce qu'il y avait des montées d'eau dans le bassin que vous avez vu tout à l'heure, le jour où il a été bouché. Alors, dernier type d'études, c'est les arts associés à l'architecture. On en a vu tout à l'heure les peintures murales, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ici, on avait très très peu de choses, mais quand même quelques peintures murales. Et ces espèces de restes verts et bleus, là, c'était un jardin. Les restaurateurs arrivent assez bien à reconstituer ce qu'on pouvait avoir, mais à Maulne, c'est quand même très 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 ténu, et on a très peu
pratiquement pas de décor. Alors que faire sur un château comme ça? Pour qui travaille-t-on? Là, en l'occurrence, c'était pour le Conseil général, mais c'est toujours un gros souci quand on travaille sur une restauration de savoir pour qui on travaille. Celui qui paye, celui qui commande, la population autour, les touristes, les érudits, les professeurs d'université. En fait, on travaille pour tout le monde et puis on travaille pour les gens que l'on ne connaît pas, pour nos successeurs. Et ça, c'est très difficile parce que par rapport à un projet neuf, vous travaillez pour un client, vous savez qui vous devez satisfaire. Un projet de restauration, c'est tout à fait nébuleux comme objectif. Donc ici, on savait que le Conseil général avait racheté ce château, ce qui avait coûté assez cher, et qu'il s'était empressé de le fermer parce qu'il était dangereux. Donc il fallait absolument rapidement pouvoir ouvrir le château pour que la population du lieu, qui connaissait quand même le château, qui était rentré en général en catimini dans le château, puisse y revenir. Et on s'est dit, si on attend la fin des restaurations pour ouvrir le château, ça ne va pas aller. Donc on a conçu tout de suite une opération pour rendre le château accessible avant et pendant les travaux. Et comme le château est fragile, on avait des sols qui étaient tout à fait fragiles, on a mis en place des passerelles pour que le public puisse venir sans perturber le bâtiment et la partie historique. Donc voilà ces passerelles. Avant, on avait accès au château par la petite... c'était un peu pentu, c'était un peu raide. Pour que tout un chacun puisse entrer convenablement, on a remplacé ça par une passerelle plate. C'est tout simple. Et puis également, on a travaillé sur la terrasse. Alors la terrasse de Maulnes, c'est quelque chose de très compliqué. Là, elle est dans son état de 1965-70. Et on ne sait pas ce qu'il y avait à l'origine. On a bien des dessins, mais on n'est pas sûr qu'ils aient été jamais réalisés. On en a plusieurs d'ailleurs, ils sont contradictoires. Donc l'idée, il y avait un grand oculus au milieu. L'idée au début, c'était d'éclairer l'escalier par cet oculus. En réalité, la pluie a dégradé l'escalier, donc on a mis un entonnoir avec une chaîne. Et puis, on voyait à peine le paysage parce que ces murs parapets sont très hauts. Donc voilà, la réponse a été un simple parapluie en plexiglas au-dessus du trou de l'escalier, une couverture en plomb pour protéger la voûte qui est dessous, et puis des passerelles en caillebotis pour permettre à tout un chacun de venir admirer la vue, qui rend quelque chose de remarquable. On peut penser, on en est sûr, Maulnes était un château de chasse, et au tout départ, cette terrasse était prévue pour pouvoir assister à la fin de la chasse sous ses fenêtres. C'était très, très fréquent à l'époque. Alors, 2 mots maintenant. Une fois qu'on avait fait les premiers travaux de mise en sécurité pour permettre la visite, on a pu engager des gros travaux. Et ces gros travaux, je voudrais dire un mot sur les installations de chantier. Les installations de chantier, c'est quelque chose de très important. Un chantier, c'est quelque chose de dangereux pour l'édifice. La plupart du temps, quand un édifice brûle, c'est qu'il est en chantier. Les édifices s'écroulent souvent quand on fait des travaux parce qu'on perturbe des équilibres qui sont extrêmement précaires. On ne sait pas toujours ce qu'on fait. C'est très dangereux de creuser, par exemple, des drains en fondation, des murs de soutènement, c'est dangereux. Encore récemment, on entendait parler de problèmes de murs qui se sont effondrés sur des compagnons. C'est très fréquent. Très souvent, les murs de soutènement, on les restaure et c'est là où ils tombent parce qu'on les a étanchés qu'avant l'eau passait à travers. Donc, il faut vraiment prendre conscience qu'un chantier, c'est un moment crucial, extrêmement inquiétant. Et puis alors, il faut prendre conscience que le chantier est dangereux pour le personnel, pour les compagnons, pour tous ceux qui vont travailler dessus. Les chutes d'échafaudage, c'est le premier risque du bâtiment, c'est tout à fait inquiétant. Il faut à la fois avoir des échafaudages en sécurité et puis à la fois avoir ce qu'on appelle les équipements personnels de sécurité, c'est-à-dire des chaussures qui font que si on prend un caillou dessus, on n'a pas le pied écrasé, des lunettes quand on fait certains travaux, des masques parfois. Enfin voilà, il faut être très très sérieux sur ces aspects-là, c'est important. Une chose qui est tout à fait fondamentale, vous voyez là en ombre chinoise un escalier. Les escaliers d'échafaudage, on n'en mettait pas auparavant. La première fois que j'en ai mis dans les années 90, on me prenait pour un fou. C'est quelque chose de tout à fait important parce que, d'une part, le chantier est plus efficace. Quand les gens montent et descendent 3 fois par jour des escaliers, c'est mieux que des échelles. Et puis ensuite, quand vous avez des échelles, ce qui est traditionnel sur l'échafaudage, vous avez des trappes. C'est-à-dire vous avez des planchers d'échafaudage avec un trou et puis une échelle. Et on monte, on descend et on referme la trappe. En réalité, on ne referme pas les trappes et régulièrement les gens tombent. Et donc, c'est un gros risque. Donc, il faut bien avoir en tête que le risque, c'est tout à fait important et majeur. Et très souvent, d'ailleurs, les compagnons qui sont remarquables, qui ont beaucoup travaillé sur les chantiers, ils ne s'intéressent pas tellement à ces choses-là, parce que quand même, les accidents, c'est assez rare. Donc, voilà. Mais il faut en être conscient. Et puis, vous avez une troisième chose là, importante, c'est le parapluie. Maintenant, on sait faire sur les chantiers complexes, surtout dans des climats difficiles comme la Bourgogne, des parapluies, c'est-à-dire on sait avec des bâches ou avec des tôles
couvrir le bâtiment pour pouvoir travailler dessous et on travaille beaucoup mieux. Il faut savoir qu'un bâtiment sans parapluie, c'est l'assurance qu'il y ait des fuites un jour dessous. Il y a toujours des fuites. S'il y a des décors dessous, c'est tout à fait dramatique. Bon, là, ce n'est pas le cas. Alors, première opération de maçonnerie, alors maçonnerie tout à fait traditionnelle, là, c'est la reconstruction des communs. Les communs avaient souffert de la tempête de 1999 et on les a littéralement reconstruits à l'identique avec les pierres prises sur place, mais c'est quasiment une reconstruction. Deuxième opération, la structure, le bâtiment lui-même. Donc pour quand même limiter la respiration du bâtiment et ses fissures, on a réalisé des chaînages avec des tirants forés dans les murs. Technique très très au point et tout à fait extraordinaire. Donc il y a 2 chaînages qui ceinturent le bâtiment dans sa partie centrale et puis 3 sur chaque tourelle. Alors c'est une très très belle technique. Voilà la technique. Donc vous avez une espèce de machine rotative qui fore le mur dans son axe. Après, on injecte de la résine, on met des tirs en fibre de verre et on ne voit absolument rien. Il n'y a même pas de platine. C'est une technique assez extraordinaire. Et un tirant, c'est vraiment formidable parce qu'un mur en pierre, normalement, ne retient pas les efforts de traction, mais uniquement de compression. C'est très très faible une pierre à la traction. Ça arrive, mais c'est très faible. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent, quand vous voyez des fissures dans des édifices, elles ne suivent pas forcément les joints. Elles peuvent passer au milieu des pierres sans aucun problème. Alors, une salle extraordinaire du château de Maulnes, là, on est au XVIe siècle, c'est le début de la taille de pierre très complexe qu'on appelle la sorotomie, qui va considérablement se développer. Et là, c'est une première voûte de ce type. Alors, cette voûte a quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous voyez donc une voûte, on dit en anse de panier, c'est-à-dire un arc aplati pénétré de voûtes perpendiculaires qu'on appelle les lunettes. Et ce qui est extraordinaire dans cette voûte, c'est que vous comprenez bien que ce qui est compliqué, c'est les lunettes, c'est ça. Et l'architecte, il a fait en pierre de taille uniquement ce qui est compliqué. Tout ce qui est simple, tout le milieu, il l'a fait en moellon sommaire, puis il a mis un enduit. Mais il a voulu montrer qu'il savait, avec ses compagnons, maîtriser parfaitement la technique de la taille. Donc voilà, il montre ce qui est compliqué. C'est quand même assez incroyable. Et donc je ne voulais surtout pas, cette voûte était en très mauvais état, ils étaient partout. Je ne voulais surtout pas la démonter. Ça a été fait dans une pièce symétrique. Je voulais la garder comme elle est et que chacun puisse venir observer cette voûte en sachant que c'était vraiment la voûte du XVIe siècle. Donc, comme elle était inquiétante, on est allé travailler par-dessus. On l'a littéralement suspendue. C'est-à-dire que là, vous avez des espèces d'énormes poutres chaînage qui viennent reposer sur les murs, donc qui vont permettre d'éviter que la voûte continue à pousser. Il y a un tissu en fibre de verre qui est mis, et puis une série vous voyez ces séries de petits picots qui vont récupérer la voûte en dessous. Donc on suspend véritablement la voûte qui ne fonctionne plus tout à fait comme elle fonctionnait jusque-là. Des choses tout à fait classiques, les restaurations en pierre de taille, donc là des corniches. On a des maçons quand même qui sont tout à fait extraordinaires, parce que là par exemple, vous voyez un escalier, donc c'est assez simple pour l'architecte. On dit au maçon, vous n'avez plus qu'à terminer. Et puis il le fait. Il le fait, et on voit presque rien quand la pierre est à peu près bien choisie. Alors la restauration, c'est une école de déception, parce qu'on n'a jamais les matériaux anciens, c'est jamais la bonne pierre, c'est jamais la bonne matière, mais grosso modo, on arrive quand même à quelque chose qui passe. On a également des techniques traditionnelles, comme ces remplissages de terre, de pans de bois, qu'on arrive très bien à refaire aujourd'hui, ça c'est formidable, c'est une technique qui a été reconquise. Donc alors les fameux sols sur lesquels on ne voulait pas marcher, on les a reconstitués, donc maintenant le public a accès au sol. Et puis je voudrais dire un mot sur la lumière naturelle. Il est absolument fondamental de comprendre qu'un bâtiment ancien, c'est un bâtiment qui est fait pour être vu à la lumière naturelle. On suréclaire les bâtiments, c'est un drame absolu. Il faut comprendre que la lumière naturelle est fondamentale, et à Maulnes, c'est particulièrement extraordinaire. Un mot sur les planchers. On avait des planchers, vous voyez l'état dans lequel on récupère un bâtiment, donc des planchers très inquiétants. Et puis on s'aperçoit, chose très bizarre, on a ce qu'on appelle des empochements, des trous dans lesquels les poutres vont rentrer qui sont biais. Donc on se dit, c'est quand même très 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 curieux. On a une description du XVIe siècle également bizarre, et on arrive à se dire, ben voilà, c'était comme ça. C'est-à-dire que c'était des poutres à 45 degrés et avec un carré au centre, complètement sur l'angle. Et ça correspond bien à la description du XVIe siècle de Jacques-André du Cerceau. Alors avec les archéologues, il y a eu quelques discussions, pas tout à fait d'accord, mais le comité scientifique a tranché, mais bref, c'est ce qui a été mis en place. Donc voilà ce plancher tout à fait extraordinaire qu'on met en place. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aucun plancher ancien ne résiste à la norme. La norme de bâtiment recevant du public, 500 km², c'est absolument énorme. Donc pratiquement dès que vous avez un plancher ancien ou refait dans les dimensions du plancher ancien, vous êtes obligé de renforcer par-dessus par des dalles en béton, par des profilés métalliques. C'est ce qui est fait ici.
Voilà le plancher de la grande salle, qui est également un plancher à caisson, mais là, dans un sens beaucoup plus habituel. Les couvertures, donc ça c'est du travail tout à fait classique, charpente, couverture. Ici on est allé chercher de l'ardoise d'Espagne parce qu'au départ on savait qu'il y avait une ardoise verte des Ardennes, mais on ne l'a plus. Donc il faut aller chercher autre chose. Donc le château est noir alors qu'il devait être noir-vert un petit peu. Et puis une restauration, c'est toujours un moment pour connaître un bâtiment. Et là vous voyez le château qui est remis sur un plan en courbe de niveau qui est à l'intérieur de sa grande enceinte. Quand vous allez à l'extrémité du jardin, vous constatez quoi? Vous constatez que le château était fait à l'intérieur de son enceinte. Ah, si, ça marche. Le château était fait pour être vu comme un cube. En haut à droite, vous voyez le château, vous avez l'impression que c'est un cube. Vous ne voyez pas du tout trois façades ensemble. Il n'y a qu'un point où on voit trois façades en même temps. En bas à droite, c'est au fond du jardin. Et c'est ce qu'a dessiné à gauche Israël Sylvestre au XVIIe siècle. On voit qu'il dessine sa façade juste au moment où on sent qu'il y a autre chose. Juste au moment où on se dit il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre. Et donc, tout Maulne réside sur ces jeux de géométrie, de surprise. Celui-là est le jeu majeur, mais il y en a d'autres. C'est tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est pour vous dire que restaurer, c'est aussi mieux connaître. C'est aussi rentrer dans l'intimité d'un bâtiment. On ne voit pas tout en 5 minutes. Donc voilà ce château restauré aujourd'hui, tel qu'il est sorti. Alors, l'idée de Maulne, l'idée de l'architecte a été de faire comme s'il construisait un bâtiment neuf en pierre blanche, très beau, sur des ruines romaines beaucoup plus sombres. En fait, tout ça est une fiction, le bas est contemporain du haut. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est bien de dire en bas, il y avait une ruine. Et il veut tellement dire en bas, il y avait une ruine qu'il a mis en place, vous le voyez à droite, des claveaux qui ont l'air d'être des claveaux en ruine. On a l'impression qu'ils sont là depuis la nuit des temps. En fait, ils sont complètement contemporains des pierres qui sont à côté. C'est vraiment extraordinaire. Alors, ça nous a conduit à être extrêmement prudents vis-à-vis des changements de pierre et à se dire toutes les petites épauffrures qu'il y a pu y avoir dans le temps, tout ce qui s'est passé, c'est important de les garder. C'est peut-être ce qui fait le charme de l'édifice, d'avoir vécu. Et voilà. Donc ici, pour vous dire que le château, c'est quand même pas d'aujourd'hui qui l'intéresse du monde. Il a été extraordinairement visité, en particulier par des tailleurs de pierre. Je ne sais pas par quel moyen ils connaissaient Maulne, mais ils sont venus en grand nombre, ils ont laissé des graffitis. Et on a un graffiti de Victor Hugo, qui est tout à fait étonnant. On se demande si c'est lui ou pas, mais il paraît que la graphie n'est pas complètement absurde. Alors, question que l'on peut se poser, c'est qu'à partir de quand un graffiti devient du vandalisme? J'ai vu du graffiti 2002, ça ne m'a pas fait plaisir, mais ces graffitis-là sont tout à fait formidables. On a un graffiti d'Étienne Louis Boulet aussi, qui est un grand architecte de la fin du XVIIIe siècle. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'aller voir, n'hésitez pas.